Vision de Guillaume Savard. Oui, je vais aller très vite et puis peut-être casser un peu le magnifique consensus qui se développe depuis ce matin, parce qu'on parle des espaces de travail, du coworking, et c'est fantastique. Le seul petit problème, c'est que ça s'adresse à une clientèle très particulière, qui est celle des auto-entrepreneurs, petites sociétés, freelance, etc. Or, c'est une toute petite partie du marché, comme l'a rappelé Aurélie. Et je pense que l'innovation principale de WeWork, elle est dans les espaces, dans la communauté qui se développe, mais surtout dans le fait que WeWork fait exploser un bon vieux contrat qu'on aime beaucoup dans l'industrie, qui est le bail, le contrat de bail et le 369, qui structure toute l'industrie. Et la vraie question qui est posée à l'industrie, à mon avis, c'est est-ce que ces espaces de coworking, cette flexibilité, cette facturation à l'usage va se développer sur une clientèle de plus grandes sociétés, comme le fameux freelancers, auto-entrepreneurs, petites sociétés? Je pense que oui. Et si ça se développe sur des plus grandes surfaces, je vous rappelle que 50% du marché, c'est des surfaces de 1000 à 5000 m², c'est comment est-ce qu'on adresse cette nouvelle demande avec quel type de contrat? Parce qu'aujourd'hui, quand vous vendez un immeuble, moi je conseille les entreprises, les utilisateurs, je ne suis pas trop côté propriétaire, investisseur, mais vous vendez un état locatif, donc un bail, et vous savez comme moi que quand on prend un bail, tout le folklore tourne autour de la négociation du bail, de ces fameuses clauses, du statut du loyer facial, des franchises et tout le team. Or là, depuis le début de la matinée, on parle d'une facturation à l'usage, de services, et d'une logique assez déflationniste, parce que je vous montrerai une petite slide sur l'évolution du marché français, mais tout ça nous annonce quand même une grande déflation sur les prix de l'immobilier. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il y a quand même de grandes questions autour de la clientèle cœur du secteur qui est constituée des entreprises de taille intermédiaire et des grands comptes. Et donc c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe en Angleterre, parce qu'ils ont toujours un peu d'avance. Et si on dessine le marché de manière extrêmement schématique, vous avez d'un côté des gens qui proposent des centres d'affaires, donc la promesse c'est la flexibilité maximum et des espaces archi-standardisés, mondiaux. Donc, ce sont des acteurs que vous connaissez bien comme Regus, qui enrichissent et qui font évoluer leur offre, mais la promesse c'est quand même celle-là. Et puis à contrario, des acteurs qui proposent une communauté, des espaces, beaucoup de services, beaucoup de contenus, et qui ciblent quand même des petites sociétés, des auto-entrepreneurs, chose qui est une capillarité très faible. Et la question est, et je pense que le cœur du marché, il est en fait en haut à droite, c'est-à-dire dans la capacité de l'industrie à proposer ce genre d'offres, de services, mais à une clientèle grand compte. Et aujourd'hui, les acteurs dont on parle peu en Angleterre sont des gens comme MOL, CUBC et Gulfis Group, qui proposent en fait à des grandes entreprises de former un groupement et de prendre un bail ensemble, un immeuble, que ces acteurs-là vont complètement gérer pour elles. Donc on est dans une espèce de logique d'organisation d'une colocation avec des acteurs qui prennent à bail des immeubles pour le compte de preneurs dont ils ont organisé la prise à bail et qui ensuite leur revendent ces immeubles à la découpe. Donc Uber a réinventé le chauffeur de maître, Blablacar a réinventé l'autostop, ces gens-là sont en train de réinventer la vente au détail, tout simplement. Et donc qu'est-ce qui peut se passer en France si on pense que le marché va vers ça? De l'usage sur des plus grands immeubles et des plus grands utilisateurs, vous avez trois options. Soit des grands propriétaires organisent cette offre et essayent justement de proposer plus de services à leurs clients. On arrêtera les appeler utilisateurs et on les appellera clients. Soit des utilisateurs se mettent ensemble. On pourrait imaginer que l'ADI mutualise les recherches de grands utilisateurs et essaye d'imposer à des propriétaires plus de services et des contrats plus flexibles. Ou des distributeurs se saisissent du sujet, des WeWork, les agents immobiliers. Je pense personnellement que les meilleurs acteurs pour proposer cette offre-là, ce sont des gens qui maîtrisent de l'offre de la demande et qui ont des capacités d'aménagement. Donc on verra ce que donne l'évolution du secteur, mais je pense que voilà, la vraie question qui nous est posée, c'est que devient le bail et comment propose-t-on des surfaces avec beaucoup de services à une clientèle de grandes entreprises. Merci Guillaume, très très belle intervention, très beau contre-pied. Ça fait avancer le débat, ça donne plus de réflexion. Un éclaireur, c'est technique là plutôt, donc allez, un éclaireur ou je prends une question dans la salle? Alors, non, moi j'avais juste une petite réflexion par rapport à la flexibilité du bail. Je me disais que les baux devenant flexibles, on avait forcément des bailleurs, des foncières actuelles qui allaient se retrouver avec un risque à porter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce risque-là, si on repart un peu sur des éléments très mathématiques, sur des probas, plus on va avoir une masse importante de clients et donc un parc immobilier important, plus on va être en mesure de le réduire
ou en tout cas de le gérer. Donc il y a potentiellement une reconfiguration du marché vers les plus gros. On peut l'imaginer, ça peut être une menace, ça peut être aussi peut-être un élément de perspective, mais aussi, est-ce que finalement, ce qu'on voit aujourd'hui sur les plateformes, on a parlé de BAP, je vous ai parlé de néonomades, il y en a d'autres qui apparaissent, est-ce que ça offre pas aussi cet effet de masse en termes de flexibilité sur de la fluidification du marché? N'importe quelle entreprise, n'importe quel salarié demain, grâce au numérique, grâce au développement des plateformes, grâce à la géolocalisation, grâce aux données qui sont partout aujourd'hui dans la ville, Smart City, etc., je pourrais faire une demande et demain avoir un bureau pour la journée ou pour 3 mois. Et donc on revient sur cette fluidité, donc ça peut être aussi une opportunité. Ces acteurs-là, c'est peut-être une option 3 bis. Ce sont des disrupteurs, mais pas sur la gestion des immeubles, mais sur cette mise en relation entre la demande et l'offre. Je pense que, à mon avis, les meilleurs acteurs pour refondre l'industrie sont les propriétaires. Mais quand vous parlez à des propriétaires et que vous leur posez une question simple, je suis sûr que Jessina a la réponse, combien de clients avez-vous? Ben, j'ai posé la question à un grand institutionnel dont le patron va être un Allemand très prochainement, mais ils ne le savent pas. Voilà, ils ont des baux, ils ne savent pas combien de clients ils ont. Et donc, je pense qu'une foncière, un propriétaire qui déjà est capable de travailler sa base de clients, d'aller voir le DAF d'un grand groupe en lui disant « Parle-moi de tes besoins, moi j'ai un certain nombre d'immeubles, de plateformes, d'espaces, on verra après quels sont les termes utilisés, et je vais être capable de structurer des solutions pour toi, en France, voire à l'étranger. » Là, je pense que vous refondez l'industrie et que vous ne subissez plus la menace d'acteurs comme WeWork, qui, une fois que vous maîtrisez un client, parce que le vrai actif de l'industrie, ce ne sont plus des immeubles, ça va être la relation avec le client. Vous retenez le client, vous ne le lâchez plus, et à la limite, la foncière du futur, elle proposera à un client un contrat sur l'un de ses immeubles, mais pourquoi pas sur un immeuble tiers. À partir du moment où je maîtrise le client, c'est ça mon vrai actif. Et on pourra peut-être imaginer que les grandes foncières ne soient plus évaluées seulement sur des bilans patrimoniaux, mais également sur la maîtrise et la qualité de leur portefeuille de contrat avec les clients finaux. Alors attends, Guillaume, juste une question peut-être volontairement naïve, mais qu'est-ce qui fait que les grandes entreprises françaises n'aillent pas plus vite sur le fait d'envoyer leurs salariés dans ces espaces? Parce que quand on discute avec elles, tous les employés ont envie au moins une journée, 2 jours par semaine de faire du télétravail. Ils sont tous dans ce sujet de transformation digitale et une façon quand même extraordinaire, c'est d'aller dans ces espaces de coworking. On a parlé de Google, qui est quand même une entreprise de vente, qui elle-même se pose des questions sur le fait. Pourquoi ça ne va pas plus vite? C'est totalement culturel, c'est qu'en France, on manage par la vue. Voilà. Donc moi, je pense que mes bus travaillent si je les ai sous mon nez, alors que dans un monde anglo-saxon, on pilote plus par le résultat, l'atteinte l'objectif, et que vous soyez performant chez vous ou au bureau, ça ne gêne personne. Et tous les gens qui travaillent chez eux, quand vous les interrogez, vous disent qu'ils bossent beaucoup plus chez eux qu'au bureau. Parce qu'au bureau, on pense travailler, mais en fait, on ne fait qu'aligner une suite de tâches. J'allume mon PC, je vais prendre un café, je prends connaissance de mes mails, je vais à une réunion. En général, je ne sais pas trop pourquoi je suis invité, j'ai rien à voir avec l'agenda, et au bout d'une heure et demie, j'en ressors et j'ai déjeuné. Et bien, on commence à travailler à 18h. Le gars qui travaille chez lui, à 8h30, il est derrière son poste et il bosse. Donc en fait, voilà, je pense qu'on est dans un débat totalement culturel, qu'en France, on manage par la présence et par la vue et pas par les objectifs. Et c'est l'un des freins, et ce qui veut dire aussi, ce qui est la bonne nouvelle, que ces tendances, on a du temps à se déployer. Une micro-intervention, il y a aussi la question du coût quand même pour les entreprises supplémentaires des on est trop à la bout. Alors sur le coût, un dernier point quand même. Je pense que c'est une opportunité. Merci Aurélie. La flexibilité a beaucoup de valeur pour une entreprise. Moi, je suis persuadé qu'une entreprise, un DAF, est prêt à payer plus cher pour la flexibilité. Beaucoup plus cher. Merci beaucoup.